Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Laetitia Blanchet est une jeune créatrice qui vient tout juste de lancer sa première collection de vêtements pour bébés, Cocon Faire. Côté timing, c'est pas de chance. En ces temps de Covid-19, les perspectives et le moral des entrepreneurs sont mis à rude épreuve et leurs perspectives se brouillent parfois. Mais les convictions restent avec l'immense et nécessaire désir de réussir, bien chevillées au corps et au cœur. C'est pourquoi Podcasters Media a décidé pendant toute la période de confinement de tendre le micro à ces audacieuses qui ont besoin d'être soutenues. Laetitia Blanchet, vous croyez dur comme fer à vos créations empreintes de douceur et de valeur. Vous êtes une jeune maman de 33 ans. Vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat après une première vie professionnelle de cadre dans l'industrie, dans les ressources humaines. Alors, passer de la vie de l'entreprise avec ses grandes équipes, ses réunions et ses multiples process à une activité en solo, pour commencer, dans son salon, devant son ordi, ce n'est pas simple, avec les risques que l'on devine. Alors Laetitia, vous allez nous raconter votre quotidien de start-upeuse, vos peines, vos joies, vos espoirs. On est là, on vous écoute, on vous soutient. Alors, comment on démarre une entreprise ? Je pense que le cheminement peut être assez différent en fonction du caractère, de l'envie, mais aussi du vécu de chacun. Il y a eu plusieurs facteurs qui sont venus en ligne de compte. Alors, tout d'abord, la naissance de ma fille Sixtine en 2019. Comme la plupart des mamans, la naissance d'un enfant, surtout d'un premier enfant, est un grand bouleversement. Ça implique beaucoup de changements. On a nos priorités aussi qui sont un peu revues, un changement de valeur, on voit la vie différemment. Moi, ça m'a vraiment bouleversée en fait. Ça m'a fait beaucoup poser questions sur ma vie aussi professionnelle. Je me retrouvais plus forcément dans les valeurs véhiculées par l'entreprise et plus précisément aussi par rapport à ma vision que j'avais du métier de RH. Voilà, donc quand j'étais responsable RH en industrie, effectivement, on habitait Besançon. Donc j'ai eu un retour de congé maternité assez compliqué. Moi, je suis revenue au travail quand ma fille avait 2 mois et demi, donc je suis revenue assez tôt. C'était encore un peu frais, j'étais encore un petit peu bouleversée par la naissance. Et du coup, j'ai eu un retour difficile, ce qui m'a amené en fait à un départ négocié avec l'entreprise. Et donc aujourd'hui, donc c'était en 2019, mais en 2020, j'imagine que les choses n'ont pas non plus énormément changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça quand même malheureux qu'il y ait encore des discriminations pour nous, les femmes. Alors déjà de façon générale, mais aussi surtout pour les femmes qui reviennent de congé maternité. Voilà, tous ces facteurs-là, en fait, je me suis dit, c'est le bon timing, c'est le moment de passer à autre chose, d'enfin me lancer. C'est vrai que ça a été une envie qui était un peu toujours sous-jacente chez moi. Et c'était aussi surtout accepter le deuil de mon ancienne vie de salariée, parce que c'est ça aussi. Vous y étiez restée pendant combien d'années dans ce poste, Laetitia ? Alors, pas tant que ça. J'étais restée un peu plus de 3 ans, sachant qu'on venait d'arriver sur Besançon il y avait 3 ans. Il y avait à peu près 3 ans, parce qu'avant, on est originaire de Lyon. Donc, finalement, j'avais pas une grosse ancienneté. J'avais aussi, du coup, une envie de me lancer dans une passion qui me suivait depuis assez longtemps. Depuis le lycée en fait. J'ai toujours été attirée par le monde de la mode. Je suis quelqu'un d'assez créative.
J'avais toujours voulu faire une école de mode. Finalement, mes choix s'étaient plutôt orientés sur des études assez généralistes que je regrette pas du tout. Du coup, j'avais toujours, la mode m'a toujours beaucoup plu. Les belles matières, les belles coupes, les détails, le dessin de croquis, etc. Et je suis aussi quelqu'un qui a un caractère assez entreprenant. Donc ça, c'est quand même assez important quand on démarre une entreprise. On a besoin quand même d'être assez entreprenante. J'aime beaucoup mener les projets, prendre les choses en main, aller au bout des choses. Et j'avais aussi envie, comme je vous le disais, de quitter les strates d'une entreprise classique avec un N+1, N+2, beaucoup de process qui, au final, au quotidien, nous ralentissent dans ce qu'on veut faire, surtout dans l'industrie, qui est un secteur avec beaucoup de process. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu frustrant quand même au quotidien. D'accord, je comprends. Donc, mais la question, Laetitia, on comprend, retour de maternité un peu compliqué pour plein de raisons, et puis l'envie effectivement de quitter cet univers dans lequel vous épanouissez pas suffisamment à vos yeux. Vous passez à l'entrepreneuriat, mais vous allez vers une activité que vous envisagez, mais que vous ne connaissez pas. Donc, je veux dire, là, il y a une espèce de double saut. Alors, racontez-nous comment vous y êtes pris pour investir ce nouveau domaine. Parce que c'est pas évident, je veux dire, passer des RH au monde de la mode. Oui, effectivement. Alors déjà, passer de l'activité de salariat à l'entrepreneuriat, c'est un monde totalement différent. Donc c'est vrai que c'est un vrai changement de vie, hein. On quitte le confort du salariat, de la vie de bureau, des projets en commun, en équipe. Et surtout quand on est RH, on a l'habitude de voir énormément de personnes, aussi bien à l'interne dans l'entreprise qu'à l'externe. Donc finalement, on quitte un secteur que l'on connaît, que l'on maîtrise, pour une totale inconnue. Donc ça demande quand même du jour au lendemain de travailler seul, effectivement. On passe d'un bureau à être toute seule dans son salon face à soi-même, on va dire. Ça demande un travail 7 jours sur 7 parce que c'est un gros investissement personnel en termes de temps. C'est comme un deuxième bébé en fait, hein. Donc moi j'ai mis 12 mois à le faire naître, ce Ouais, bébé-là, donc c'est un ouais, peu ouais. plus, ça prend un peu plus de 9 mois. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est vraiment un gros changement d'organisation. Bien sûr. Alors, on va revenir sur la dimension entrepreneuriale et le secteur d'activité, mais je vais vous poser la question que toutes les jeunes femmes de votre âge et sans doute dans votre situation se posent. Comment on fait pour lancer une nouvelle activité alors qu'on a un tout jeune bébé? Comment vous êtes organisé? Alors, moi, j'ai gardé la même organisation que j'avais, c'est un parti pris, hein, j'ai gardé la même organisation que j'avais quand j'étais salariée pour ma fille. C'est-à-dire que quand je suis revenue de congé maternité, je suis revenue travailler à 4 jours par semaine, donc j'avais mes mercredis. Et quand j'ai voulu créer mon entreprise, je suis restée sur le même rythme. Donc j'avais ma fille le mercredi, sachant qu'elle est gardée en micro-crèche le reste des jours de la semaine. Donc à la fois pour elle, ça la perturbait pas trop dans son quotidien, les gens qu'elle avait l'habitude de voir, la journée, etc. Et moi aussi, ça me permettait aussi de rester sur un rythme que je connaissais, que je maîtrisais, et pouvoir me D'accord. concentrer à fond sur le projet. Alors, comment vous êtes Voilà. pris, Laetitia? La première démarche, ça a été quoi? Vous êtes devant votre ordinateur, vous regardez ce qui existe dans l'univers, que vous convoitez, vous avez déjà une idée? Comment ça se passe? Alors moi d'abord, comme je suis pas issue du monde de la mode, je me suis dit: «Il faut que je me renseigne, que je récolte le maximum d'informations de professionnels du secteur déjà, Mhm. pour m'apporter tous les petits tips dont j'aurais besoin». Euh, donc d'après ma jeune expérience, quand on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à multiplier les contacts, les échanges, se constituer un réseau. Alors à la fois un réseau, je dirais, de créatrices de marques de mode ou autres, hein, en fonction du secteur que l'on cible, Mhm. afin d'échanger sur leur quotidien, apprendre de leurs expériences. Donc ça, c'est très très formateur. C'est des retours vraiment terrain, on va dire. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est avoir un réseau de professionnels qui nous apportent donc de la technique.
Donc, comme je vous le disais, comme moi, je ne suis pas issue du monde de la mode, j'ai fait des démarches au tout début auprès, par exemple, de CCI ou d'industriels de la mode ou même d'industriels sur la maroquinerie. Donc, on retrouve aussi sur le secteur de Besançon. J'ai visité des entreprises, j'ai vu à quoi ressemblait un atelier de production, une chaîne de production. Voilà. On vous a ouvert des portes assez facilement, Laetitia? Alors sur Besançon, il y avait une entreprise qui est présente sur la mode. Ils étaient assez ouverts, effectivement. Donc j'étais agréablement surprise. J'ai contacté aussi au tout début des marques, des créatrices de mode françaises. Donc j'en ai sollicité plusieurs et j'ai eu des retours assez positifs. Donc ça aussi, ça m'a agréablement surprise. Ça m'a d'autant plus motivée du coup dans mon projet. J'ai suivi aussi des parcours, des formations, des ateliers chez BGE. Alors c'est un réseau qui accompagne les créateurs d'entreprises. Donc c'est présent sur toute la France. Il y a différents ateliers, donc c'est assez bien fait. Aussi bien sur l'aspect administratif, business plan, création de marque. Enfin voilà, c'est D'accord. assez formateur. L'ensemble de cette prospection, à la fois sur l'aspect industriel et puis sur l'aspect organisation entreprise, ça vous a pris combien de temps? Alors, alors ça, c'est vraiment personnel, hein, parce que je pense que ça peut varier en fonction des gens. Moi, je suis quelqu'un qui est pas très patiente et quand j'ai un projet en tête, voilà, je m'y attelle rapidement. J'ai envie de voir le résultat. Voilà, j'aime bien me mettre en pratique assez vite. Donc finalement, la réflexion est allée assez vite. Donc j'ai commencé en février 2019 à dessiner mes premiers modèles et en parallèle je menais donc des actions auprès d'industriels ou des ateliers auprès de BGE, etc. Je pense que j'ai récolté les informations nécessaires au bout de 2-3 mois. Et au bout de 3-4 mois, donc au mois de mai-juin, j'ai eu mes premiers prototypes. On n'en a pas parlé, Laetitia. Pourquoi la mode enfantine? Bon, on se doute un petit peu, mais j'aimerais que vous l'exprimiez avec vos mots, parce qu'on a parlé de la mode, on a parlé de l'entrepreneuriat. Parlez-nous maintenant de votre production, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené à fabriquer, à produire pour les enfants? Alors, bien évidemment, le fait que j'ai une fille a fortement influé dans mon choix, hein. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'aime bien la poésie, les jolies choses, les petits détails. J'étais toujours attirée quand même par ce monde-là de l'enfance, plus spécifiquement du bébé. Et puis j'avais envie, quand ma fille est née, en fait, j'avais envie en fait d'une marque made in France qui soit saine pour la peau et à la fois très très élégante pour les bébés en fait. Et du coup, c'est de là qu'est parti le projet. D'accord. D'accord. On revient sur votre petit tour de France, des contacts hein, que vous avez pris. J'ai bien dit de France. Alors, parlez-nous un petit peu des professionnels de la technique hein, que vous avez été amené à rencontrer et comment s'est fait l'échange. Euh, alors, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un industriel sur Besançon, donc qui fait du prêt-à-porter féminin. Donc c'est une grosse usine sur Besançon. Je suis allée le voir en présentant mon projet, puis en lui disant que, voilà, étant pas issue du monde de la mode, j'avais besoin de voir à quoi ressemblait un atelier. Rien que le fait aussi d'aller dans un atelier, voir des couturières, voir comment organiser une chaîne de production. Donc il a été assez ouvert, il m'a fait visiter l'atelier, il m'a présenté voilà, l'entreprise. Donc ça s'est fait assez naturellement, c'était très gentil de sa part. Et puis après, j'ai contacté aussi dans ma lancée donc d'autres marques. J'ai été en contact avec Bérangère Le Ambre de Isée, donc qui est une marque de lingerie euh, assez connue maintenant. Donc voilà, qui pareil, hein, elle a été très accueillante. Elle m'a beaucoup écoutée, on a beaucoup parlé aussi sur le projet. Elle m'a donné plein de bons conseils.
Donc finalement, c'est aussi beaucoup de belles rencontres. Moi, je garde surtout ça en tête. Et puis en plus, je trouve que l'entrepreneuriat féminin est assez bienveillant. Il y a beaucoup, beaucoup de soutien entre les femmes dans ce domaine-là. Les personnes sont très ouvertes et en fait, ça reste un petit monde. C'est pour ça que les marques sont quand même assez accessibles. Et ça, c'est quand même assez agréable, surtout quand on se lance, voilà, qu'on n'est pas trop sûr de soi. On a besoin d'avoir des appuis un peu externes, un peu des mentors, on va dire. D'accord. Alors, les belles rencontres, elles sont nécessaires et vous en témoignez, c'est formidable. Parlez-moi des autres moments où est-ce que vous avez fait une étude de marché? Comment vous avez confronté vos propres envies à une attente de la part d'une communauté de mamans, par exemple? Alors, donc sur l'étude de marché, il y a plusieurs débats, hein, on va dire. Il y a des organismes, des personnes qui conseillent de faire des études de marché assez poussées sur un gros échantillonnage afin de pouvoir se lancer paisiblement, on va dire. Et il y a d'autres parties qui disent bon, l'essentiel c'est de tester le marché. Donc moi, je suis un peu plus sur cette partie-là. Donc au tout début, j'ai quand même fait une petite étude de marché auprès d'un cercle d'amis, de connaissances, de voisines par exemple, de mamans que j'ai pu trouver à la crèche, qui vont à la même crèche que ma fille. Voilà, donc le réseau peut se constituer comme ça au Oui. départ. J'avais établi un petit questionnaire avec différentes questions sur quelle est votre ville de résidence, quelle marque aimez-vous en ce moment, qu'est-ce qui vous manque dans la mode bébé, quel prix êtes-vous prête à mettre sur une robe bébé qui serait de telle ou telle façon. Voilà, donc c'était un questionnaire voilà, avec plusieurs questions. Donc j'ai récolté des réponses. Bon, ça m'a permis d'avoir une base, un socle sur quoi me baser. Et puis après, moi, je reste convaincue quand même qu'on va se rendre compte de la faisabilité du projet quand on peut le tester. Je trouve que c'est assez important. Après, il faut pouvoir se le permettre parce que des fois, ça peut être assez onéreux aussi de pouvoir de développer plusieurs produits, etc. Mais moi, je crois quand même à la réalité du terrain. D'accord. Alors parlez-nous de vos produits maintenant, puisque vous nous avez dit qu'il s'agissait de Made in France, donc vous allez nous raconter peut-être par quel prestataire ou quel fournisseur vous passez, et puis l'aspect éco-responsable qui, dites-vous, est au cœur de votre projet. Oui, alors en ce qui concerne la production, donc moi je suis vraiment sur le choix du Made in France. Tous les modèles Coconfer en fait sont fabriqués en petite série en France parce que j'ai vraiment à cœur de soutenir la production locale et nationale ainsi que les circuits courts. Le Made in France, c'est un vrai parti pris dans notre marque. La proximité que je peux avoir et les échanges réguliers avec l'atelier me permettent en fait de nouer vraiment une relation de confiance dans un esprit familial. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une relation de confiance dans le travail. Là, le fait de produire en France, c'est déjà, je trouve, assez rassurant. Ça me permet d'aller à l'atelier autant de fois que je veux. Ça évite aussi un peu trop de pollution avec les échanges, les envois de produits, de prototypes via avion, etc. Et moi, mon objectif, c'est vrai que c'est de faire renaître aussi un savoir-faire local et garder une main-d'œuvre qualifiée. Parce que l'atelier avec qui je travaille, c'est un tout petit atelier situé dans l'Aube, près de Troyes, où il y a juste 2 salariés. Donc voilà, elles ont plusieurs petites créatrices comme ça. Et puis du coup, voilà, ça me tient à cœur de les soutenir D'accord. aussi. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles vous proposent quoi? C'est un choix de tissu? Ce sont les broderies? Comment vous travaillez avec elles? Alors en France, la confection française est assez particulière, c'est-à-dire que les ateliers de production font donc les prototypes et la confection, donc la couture exclusivement. Tout ce qui va être le sourcing de tissus, de matières premières, de boutons, d'élastiques, là c'est à moi de le faire. Les broderies, j'ai un atelier de broderie aussi sur Troyes, donc on utilise des fils recyclés qui sont présents sur toutes les broderies.
Voilà. Mais par contre, en ce qui concerne voilà, le sourcing, les achats de matières premières, ça passe tout par moi. Donc c'est vrai que c'est la partie un peu sportive, j'ai envie de dire, parce que surtout que je produis en petite série, donc ce qui veut dire que j'achète des tissus, des matières en petite quantité. Forcément, ça intéresse pas grand nombre de fournisseurs, donc voilà, du coup j'ai beaucoup de fournisseurs différents. Donc c'est assez compliqué, ça c'est la partie un peu compliquée je trouve, quand on n'est pas issu du monde de la mode, de tout coordonner comme Et ça. puis d'aller chercher. Après, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, peut-être qu'avec beaucoup de succès, ces partenaires-là viendront plus spontanément vers vous. Alors, j'entends bien, moi je voudrais quand même que vous me parliez de la broderie. Je trouve ça très intéressant. Donc, vous êtes allé chercher, vous avez trouvé une ou plusieurs brodeuses? Comment ça s'est passé? Ah oui, alors rechercher un atelier de broderie, c'est assez difficile. Enfin, pour moi, ça a été assez difficile. C'est aussi autant difficile que de trouver un atelier de production en France. J'avais un premier atelier de broderie sur Paris et finalement j'ai préféré travailler avec un atelier qui était plus proche de mon petit atelier de production pour faciliter les échanges entre ces deux-là. Donc voilà, je suis allée les rencontrer directement sur place. On a beaucoup échangé sur la marque, mais aussi sur leur façon de travailler. Moi, ça c'est assez important. Elles m'ont aussi montré en temps réel, voilà comment elles brodent, les fils qu'elles utilisent. Ce sont des personnes qui ont quel âge? Est-ce qu'elles sont plutôt jeunes ou près de la retraite, pour faire simple? Et est-ce que c'est le métier qu'elles ont toujours eu? Alors, mon atelier de production, oui, c'est des personnes qui sont assez proches de la retraite, donc qui ont des dizaines d'années d'expérience dans le domaine, parce que c'est un atelier qui est assez haut de gamme. Euh, et pour la broderie, je ne connais pas leur âge de façon précise, mais c'est assez varié. Elles sont plus nombreuses à l'atelier. On va parler d'éco-responsabilité parce que votre tissu, il n'est pas bio. Vous allez nous expliquer ce qu'il est. Et puis parlez-nous aussi des emballages, des étiquettes, des boutons qui sont en farine de pomme de terre. Ça, je trouve ça assez rigolo. Donc racontez-nous tout. Dans l'idéal, j'aurais voulu aller sur des tissus bio. Aujourd'hui, je propose des tissus Ecotex qui sont assez nobles également, parce qu'en fait, ce sont des tissus qui sont conçus sans substances nocives, que ce soit dans le tissu, dans les fils, dans la teinture du tissu en lui-même. Toute la chaîne de production de tissus est totalement maîtrisée et contrôlée. La différence, c'est que la culture du coton ne se fait pas dans une culture dite bio, en fait. Voilà. Euh, Après, moi, l'éco-responsabilité au sein de ma marque Coconfer est vraiment au cœur du projet. J'essaye de jouer un rôle à mon échelle, qui est quand même une petite échelle, dans l'impact environnemental, donc dès que je le peux en fait. C'est pour ça que j'essaye d'utiliser dès que possible autant de fils, de matières recyclées dans la composition des vêtements. Donc on peut prendre l'exemple par exemple des boutons. Donc les boutons sont faits en France dans une usine de boutons en fait, hein. Ils sont recyclés, donc faits à partir soit d'anciens boutons, soit de matières recyclées. Donc vous prenez l'exemple de farine de pomme de terre, effectivement. Donc ça aussi, ça m'a assez séduite. Et ils sont recouverts de vernis Eucotex. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, on travaille aussi avec les étiquettes des vêtements, donc les étiquettes de marque et qu'on trouve aussi à l'intérieur de vêtements, les étiquettes de composition par exemple. Elles sont toutes en fil recyclé, certifié Ecotex également. Et j'ai pris le parti aussi d'avoir un packaging 100% compostable. En fait, je voulais pas de plastique, pas de carton. Pour le packaging. Donc tout est envoyé dans des sachets compostables. Donc, soit à mettre directement dans le compost quand la personne a un extérieur, un jardin, ou directement en poubelle, hein, par exemple, en poubelle ménagère. Donc ça permet aussi d'avoir une empreinte environnementale réduite. Et j'ai fait le choix aussi de ne pas proposer de tote bag aux clientes.
C'est vraiment une volonté de ne pas gâcher le tissu. Parce que moi, je me suis fait la réflexion, par exemple, c'est vrai que chez nous, je ne sais pas vous, mais chez nous, on a toutes des tote bags qui débordent des placards. Moi, je savais plus quoi en faire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu superflu. Donc moi, mon packaging est très minimaliste. Voilà, c'est un parti pris aussi. Et là, ce que je propose aussi, c'est d'aller aussi sur l'upcycling. Alors, par exemple, se servir de chutes de tissu issues de ma production. Bon, il y en a très peu, heureusement, parce que grâce à mes couturières qui me font le placement des vêtements sur le tissu, on réduit au maximum les chutes. Mais avec les chutes restantes, on a pu faire des petits bandeaux bébés. Donc là, c'était voilà, pour un peu euh, éviter aussi le gâchis de D'accord. Donc tissu. tout est pensé, Laetitia, hein. Je veux dire, moi je suis quand même vraiment admirative parce que vous êtes allé chercher celui ou celle qui était en capacité de faire des boutons en farine de pommes de terre, le papier d'emballage avec des encres naturelles à base de soja. Je veux dire, à chaque fois, ce sont des interlocuteurs différents. Vous êtes allé chercher sur le sol français. Bah bon, moi je trouve que c'est une vraie piste au trésor là que vous nous proposez. J'ai une question. À quoi elle ressemble cette collection? Alors, je dirais que Cocon Fer, c'est un univers très poétique, édité en petites séries qui sont toutes faites à la main. Donc, chaque modèle est brodé, comme on l'a évoqué. Donc, ce sont des broderies assez florales pour les petites filles. Et pour les petits garçons, ce sont des broderies feuilles. Par exemple, pour la première collection, je propose des feuilles d'eucalyptus. Voilà, je suis très attachée aussi aux soins du détail, à la qualité. Donc c'est la raison pour laquelle je m'entoure vraiment d'ateliers de confection haut de gamme et dans le but en fait de proposer des vêtements assez stylés et avec beaucoup de détails délicats. Donc comme on le disait, les broderies en fil recyclé et les petits boutons coordonnés aux broderies, donc dans les mêmes teintes. Et alors, ça coûte combien, Laetitia, tout ça? Parce que vous nous mettez, je dirais, ça donne très très envie. Donc, est-ce que on est sur un prix raisonnable malgré tout ou abordable? Je sais pas quel qualificatif utiliser. Dites-nous. Alors le panier moyen, le prix moyen des vêtements est 50 €. Par contre, là-dedans, c'est vrai que la confection française coûte très cher aujourd'hui. Le fait d'acheter aussi des tissus en petite quantité, des boutons en petite quantité, tout ça, ça a un vrai coût. Et du coup, aujourd'hui, je suis amenée à proposer des vêtements assez haut de gamme également. Donc, voilà, dans la gamme de prix on commence à 35 € pour les petits bloomers et on va jusqu'à 79 € pour les robes de petites filles. Donc, ils sont très travaillés avec des broderies, beaucoup de fronces. C'est des coupes assez fluides. Il y a des petits détails délicats aussi, des petits pompons sur les manches. Enfin voilà, c'est assez travaillé. En fait, j'ai voulu Cocon Fer comme un véritable clin d'œil au dressing des mamans, avec un esprit assez bohème, des couleurs douces pour allier en fait élégance et confort. Et là, on élargit notre gamme, donc au mois de mai normalement. On va proposer une blouse femme. Parce que comme Cocon Fer est quand même une marque assez poétique et féminine, voilà, j'avais à cœur de proposer des modèles pour les D'accord. femmes. Alors, maintenant que vous nous avez bien mis l'eau à la bouche, où est-ce qu'on achète ces jolis modèles? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, on les trouve directement pour le moment sur le site internet de Cocon Fer. Également lors de différents salons à venir. Donc, je vais participer à Kids par exemple sur Paris au mois de septembre. Au temps des familles sur Lyon au mois de novembre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous acheter dès maintenant, en ces temps compliqués, puisque voilà, notre sujet, c'est aussi d'essayer de vous soutenir, Laetitia. Donc, comment ça se passe pour les commandes en ce moment sur la toile? Alors, les commandes en ce moment sont possibles, bien sûr. J'offre les frais de port pour une durée indéterminée, donc à ce jour. Et toutes les commandes seront envoyées à la fin du confinement. Voilà, donc il faudra attendre un tout petit peu. Mais bon, c'est pour le bien-être de tous, on va dire.
Voilà, donc elles sont D'accord. Et possibles. pendant ce temps, vous continuez à réfléchir, à créer, à penser à l'automne-hiver, par exemple? Ah oui, oui, là, c'est déjà fait. J'ai déjà dessiné les modèles de l'automne-hiver. Les modèles sont en cours de prototypage. Normalement, j'aurais dû les recevoir il y a quelques semaines, mais bon, avec les soucis qu'on connaît aujourd'hui, tout est bloqué forcément. Voilà, donc je les recevrai après. C'est pas grave, de toute façon, on s'adapte. Hein. Quand on est entrepreneur, on a l'habitude des montagnes russes, on va dire. Donc voilà. Vous avez bien résumé la vie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avec ces temps de solitude, ces temps de questions, ces montagnes russes, comme vous venez de le dire. J'ai une dernière question. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué de se projeter, mais la nature humaine est bien faite, donc on va le faire quand même. Comment vous voyez votre petite entreprise dans 2, 3, 4 ans, si ça va plutôt pas mal? Dites-nous. Oui, alors moi j'aime beaucoup me projeter, hein, malgré les temps actuels. C'est motivant aussi, hein, et puis ça permet de garder aussi une ligne de conduite. Alors dans quelques temps, dans quelques mois, mon souhait c'est de collaborer avec d'autres marques à l'univers enfantin, par exemple que ce soit sur de la décoration, du linge de lit, des petits objets. Là, j'ai une collaboration avec une jolie créatrice de décoration qui fait des décorations pour les chambres des enfants. Donc, on a commencé à travailler sur le projet. On va sortir un prototype dès que possible, hein, c'est comme tout. Voilà, pour une vente, on espère au mois de septembre. J'espère aussi avoir une capsule avec une grande enseigne, mais bon, ça reste un projet au jour d'aujourd'hui. J'aimerais aussi beaucoup développer la partie femme. Donc là, au printemps-été, je propose une blouse femme. À l'automne-hiver aussi, il y aura une blouse femme. Du coup, j'espère que dans quelques mois ou l'année prochaine, j'aurai développé cette partie-là. Aller aussi peut-être sur les enfants. Donc en fait, agrandir les tailles de mes modèles et proposer d'autres modèles exclusivement enfants. Et puis après, sur les canaux de distribution, bien évidemment. Aujourd'hui, je vends essentiellement en direct et mon souhait, ce serait d'aller dans quelques boutiques bien ciblées par contre, en France ou à Et l'international. d'ici quelques années, Laetitia, est-ce que vous vous projetez avec une équipe, vous qui venez du monde de l'entreprise, ou vous avez vraiment envie de continuer cette histoire en solo, très bien accompagné, bien évidemment, mais je veux dire, seul dans votre entreprise quand même? Je pense que d'ici quelques années, j'aurai besoin d'un peu d'aide, effectivement. Parce que là, c'est vrai que le quotidien est très, très chargé. Je suis un peu sur tous les fronts, ce qui est normal. Mais c'est vrai que voilà, d'ici quelques années, je me verrai bien avec quelqu'un. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, c'est tout le bien qu'on puisse vous souhaiter. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour, Laetitia, de votre joli sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle réussite. Faites un gros bisou à Sixtine. Hein. Je rappelle que vous êtes une jeune maman d'une petite fille délicieuse de 20 mois. Oui, merci à vous, Carole, pour votre écoute et votre bienveillance. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.